Bonjour à tous, bonsoir plutôt à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre sur cette ultime et non des moindres soirée du rendez-vous des masters, qui est aujourd'hui tournée autour des dispositifs médicaux et des métiers que vous retrouvez dans les DM. Nous allons commencer cette soirée par une première partie introductive. Avec nous, le CINITEM. Madame Monique, exactement, Borel va commencer la présentation en vous dressant un aperçu à la fois du secteur et des métiers que vous allez retrouver au sein du DM. Oui, merci Thomas. Par la suite, nous aurons, et je leur remercie, les en remercie, excusez-moi, différents témoignages de professionnels qui vont pouvoir s'exprimer au niveau de leur poste, qui vont vous décrire leur poste, leur travail, les enjeux au quotidien et les objectifs qu'ils retrouvent au sein de leurs différentes missions. Dans une seconde partie, nous allons aborder le projet professionnel. Donc, on vous apportera à la fois des outils et des pistes pour pouvoir construire votre projet et le monter pour que celui-ci puisse derrière être cohérent et répondre également à l'environnement dans lequel vous souhaitez vous projeter plus tard. Et nous terminons cette soirée avec la partie formation. On viendra, on discutera et on échangera ensemble. Et là, je remercie Daniela, notre apprentie, qui se joint à nous aujourd'hui pour pouvoir également échanger sur son apprentissage. On évoquera donc les formations autour du dispositif médical que nous vous proposons en apprentissage. On reviendra donc sur le CFA, sur la formule et puis les formations que l'on propose. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Madame Borel pour pouvoir vous présenter la richesse finalement qu'on va retrouver au niveau du secteur du dispositif médical et l'éventail de métiers qu'il vous est possible autour de la grande variété des familles métiers que l'on retrouve. Bonsoir à tous. Je vais peut-être demander le contrôle à distance, non? Pour pouvoir passer les slides, c'est plus simple. Exactement. Thomas, si c'est possible, effectivement, on peut l'approuver. Hop, parfait. Voilà, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Normalement, c'est approuvé. Dites-moi si ça fonctionne. Oui, ça a l'air. Oui, c'est bon. Je vais un peu trop vite. Je suis allée en arrière maintenant, voilà. Voilà. Donc, je suis Monique Borel, je suis secrétaire générale du SNITEM. Donc, le SNITEM, qu'est-ce que c'est? Rapidement quand même, pour ceux qui ne savent pas. Ah ben là, j'arrive plus à passer. Ouais, voilà, ça y est. Donc, le SNITEM, c'est un syndicat professionnel qui regroupe 554 entreprises qui font du dispositif médical. Donc, c'est la première organisation professionnelle qui est sur ce sur ce secteur-là et qui regroupe le plus grand nombre de produits. Il y a d'autres petits syndicats, mais nous, on est vraiment assez représentatifs de tous les dispositifs médicaux. Donc, 80% de PME au sein de nos adhérents. Sur certains secteurs, une représentativité de 85 à 100% du marché en fonction des secteurs. Évidemment, une diversité dans le tissu industriel, parce que vous avez des entreprises nationales et puis des filiales de groupes internationaux. On est une équipe de 36 collaborateurs avec des expertises reconnues sur le domaine du dispositif médical. Et voilà, quelque chose qui n'est pas anodin pour nous, et on est certifié ISO 9001, donc dans le service à l'adhérent. Donc notre métier, c'est quoi? C'est déjà d'informer, d'abord de regrouper toutes les entreprises de ce secteur-là, de les informer sur tout ce qui touche à la mise sur le marché de leurs produits, que ce soit réglementairement parlant, en termes de performance ou de sécurité, ou tout ce qui concerne
le financement du dispositif médical, de les représenter auprès des pouvoirs publics, de défendre leurs intérêts collectifs, bien entendu, et puis de communiquer. C'est pour ça que vous allez voir, on a beaucoup de supports pour faire connaître le secteur, l'innovation et aussi les métiers. Alors, en quelques mots, le dispositif médical, là, sa fonction principale, donc il peut servir à prévenir, diagnostiquer, contrôler, atténuer, compenser, remplacer, traiter une blessure, une maladie, un handicap, un organe et une fonction physiologique. Donc, il est utilisé dans beaucoup d'endroits, dans les établissements de santé, publics et privés bien entendu, dans les EHPAD, chez les professionnels de santé, libéraux ou généralistes, et au domicile. Donc, vous le trouvez un peu partout. Ce qui fait la spécificité du DM, c'est que c'est très varié en termes de produits. Hein. C'est-à-dire que vous avez, donc dans la vie quotidienne, ça va de la bande d'orthèse, le pansement, le tire-lait, en passant par la seringue, le matelas anti-escar, le pouce-seringue, jusqu'à des produits de haute technologie dans les établissements de santé que sont l'IRM, des prothèses robotiques aussi, des échographes, et puis évidemment toutes les applis mobiles qui touchent au dispositif médical. Voilà, des chiffres maintenant, je vais trop vite parce qu'en fait il est un peu au ralenti, donc je vais un peu vite dans la passation des slides. En gros, quelques chiffres macro, hein. Le secteur du DM dans le monde et en Europe sont des chiffres 2019-2020, d'un marché mondial de 425 milliards d'euros, en Europe 115 milliards d'euros pour 675 000 employés et 27 000 fabricants, dont 95% de PME. Hein. C'est vraiment la spécificité du DM, c'est que ce sont des petites entreprises. Donc, vous voyez, je vous ai fait un top 10 là, des emplois directs dans les différents pays européens. Donc, nous, on arrive en 3e position, après l'Allemagne 200 000, Royaume-Uni, puisque nous sommes à 88 000 emplois directs en France. Là, je vous sors des chiffres d'un panorama tout frais qu'on a fait réaliser là, en février pour avoir un peu un update de nos données. Donc, en France, c'est 1440 entreprises qui sont dans le secteur du DM. Nous, on en représente 554, mais il y en a 1440 sur le marché, 93% de PME, pour un chiffre d'affaires environ de 31 milliards, dont 10 milliards qui sont à l'exportation. Voilà, donc ce sont des entreprises qui exportent. Donc, comme je l'ai dit, 88 000 emplois directs, et puis 91% de fabricants exclusifs de dispositifs médicaux. Sachant qu'effectivement, on est sur un secteur, comme vous voyez en bas de la slide, qui allie différentes technologies. Il y a de la mécanique, il y a de l'informatique, du textile, de la métallurgie, de la plasturgie, mais il y a aussi de la chimie et un peu de pharmacie. Voilà. Sur l'implantation sur tout le territoire, intéressant à savoir, je vais encore trop vite. Hein. Voilà. Donc, vous voyez qu'on est, les entreprises du DM sont partout sur le territoire national, évidemment avec des régions qui se détachent, et notamment l'Île-de-France, 34% des entreprises présentes, et l'Auvergne-Rhône-Alpes, 18%, sachant qu'il y a une forte tradition industrielle, comme pour la pharma d'ailleurs. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a beaucoup de fabricants d'implants orthopédiques notamment, mais aussi tout ce qui touche au textile médical dans le bassin stéphanois, par exemple. Voilà, donc ce sont vraiment les deux régions qui sont le plus importantes. Ensuite, ça se lisse un peu dans le nord, un peu sur l'Alsace, dans la région PACA et la région Aquitaine. La région Aquitaine, c'est plutôt tout ce qui touche au système d'information numérique. Voilà, je vous ai mis un peu une diversité des entreprises, hein, parce que comme je vous l'ai dit, voilà, on a une diversité d'entreprises, de la start-up jusqu'à la filiale de grands groupes. Donc, je ne sais pas si c'est des noms qui vont vous parler, mais par exemple, sur les start-up, on a Carmat depuis peu, hein, sur le cœur artificiel, ou Diabeloop, qui est sur un système de suivi connecté pour les diabétiques. On a en termes de PME, donc on a des gens qui sont sur EDAP, donc sur par exemple tout ce qui touche au traitement de la prostate, le cancer, avec des ultrasons, des aides auditives avec Phonak, Cantel, des lasers médicaux, ou Cousin Biotech avec des implants pariétaux. Sur des ETI, on a Urgo Médical, voilà, sur les pansements, Tuan sur la contention, Vigon sur tout ce qui est
sonde urinaire, autobox, ou tout ce qui est prothèse externe, des bras, des jambes. Et puis, dans les filiales des grands groupes, vous allez trouver Medtronic, avec une palette de produits assez large, hein. B-Braun Medical, que vous devez connaître certainement, General GE Healthcare, évidemment, pour tout ce qui est imagerie médicale, Air Liquide Medical, qui est spécialisé sur tout ce qui touche à la respiration à domicile, les gaz médicaux, et Johnson & Johnson. Voilà, c'était pour vous donner un petit peu un panel des entreprises. Pour vous dire aussi que sur les 1440 entreprises, un quart des entreprises sont internationales et représentent 2/3 du chiffre d'affaires, mais 85% des entreprises sont d'origine française ou européenne. Et les entreprises consacrent à peu près 7% du chiffre d'affaires à la R&D, basé évidemment sur les partenariats publics-privés. 63% des entreprises ont une activité de R&D et 13% d'entreprises exclusivement actives en R&D, sachant que 31% des nouveaux entrants sur le marché en 2021 sont des startups qui se sont positionnés évidemment sur les DM e-santé. Voilà, sur les emplois. Donc, vous allez voir, premier élément, la parité, qui est quand même assez intéressante dans notre secteur, hein, puisqu'on est 45% de femmes, 55% d'hommes. Et vous voyez qu'en termes de répartition d'effectifs en fonction du niveau de formation, bon, on est quand même sur des bac plus 6 à 48%, bac plus 2, 3 à 31%. Les avant-bac étant beaucoup sur des profils plutôt en production. Voilà. Et puis, je vous ai mis les difficultés de recrutement qui sont rencontrées par les entreprises. Alors, c'est sur un panel d'une centaine d'entreprises, et vous voyez que ce qui ressort actuellement dans les difficultés de recrutement, ben, ce sont les personnes qui sont sur la réglementation, donc 53% des cadres réglementaires, le marketing et la vente. De toute façon, il y a toujours du travail dans le marketing-vente, dans le dispositif médical, et puis les cadres en R&D. Et puis, évidemment, les profils techniques ouvriers. Mais pour ce qui vous concerne, vous, en tant que pharmacien, voilà, c'est plutôt cadre réglementaire, marketing, vente et R&D. Voilà. Si on va sur les métiers, donc si on parle de la chaîne de valeur de l'entreprise du DM, du cycle de vie du produit, ben voilà, il y a la recherche et développement, la conception, puis ensuite on passe à la phase d'industrialisation avec la production. Tout ce qui touche, une fois qu'on l'a produit, à l'accès au marché remboursable et au marketing, commercialisation, de vente. Avec en transversal, évidemment, des métiers comme le juridique, la compliance, les affaires réglementaires et qualité qui suivent tout le cycle de vie du produit, de la recherche jusqu'à la mise sur le marché, sachant que les dernières familles de métiers que sont l'installation, la formation et la maintenance, c'est évidemment la spécificité du dispositif médical parce qu'on est sur l'équipement, hein. Mais ce sont des métiers que je ne vais pas développer aujourd'hui parce que dans votre formation de pharmacien, je ne pense pas que ce soit votre cible. Voilà. Donc, je vais faire un zoom sur 5 familles de métiers, affaires réglementaires et qualité, production, marketing, commercialisation, vente et recherche et développement. Donc, sur la recherche et développement, à partir du bac plus 4, ben, vous avez des métiers de responsable études cliniques, responsable directeur R&D, développement industriel, développement de méthodes, et ingénieur R&D, on a beaucoup d'ingénieurs, normal, il y a beaucoup de mécanique et d'informatique chez nous, chargé d'études, chef de projet R&D, et je vous ai mis aussi, là c'est récent quand même, on voit évidemment pointer depuis quelques années, tout ce qui touche à la gestion des data, à l'intelligence artificielle, au IT, et de plus en plus, les entreprises recherchent énormément ces profils, qui sont très variés. Donc, c'est du data scientist, data manager, ingénieur IA, développeur, architecte système, intégrateur d'applications, responsable de solutions digitales, responsable d'applications médicales et connectivité. Alors évidemment, c'est plutôt là des profils ingénieurs, mais peut-être que data scientist avec un double profil, ça peut vous intéresser aussi. Ensuite, je vous ai mis les exemples de fiches de poste, enfin, voilà, des principales missions. J'ai fait un focus sur le responsable d'études cliniques. Voilà, qu'est-ce qu'il fait, le responsable d'études cliniques? Ben, il pilote les investigations cliniques. Il est associé au lancement de nouveaux produits, hein. Il élabore, il coordonne, il met en œuvre le plan de développement et de validation des études cliniques de l'entreprise. Donc là, pour ces métiers-là, on cherche aussi des pharmaciens. Le responsable département R&D, nous, on l'appelait le concepteur d'aujourd'hui et de demain. On a essayé de trouver des leitmotifs un peu pour parler de ces métiers-là. Donc, sa mission, c'est de contribuer activement à l'innovation en pilotant les projets, les études de recherche et le développement des dispositifs médicaux. Là aussi, il y a des ingénieurs, mais on cherche aussi des pharmaciens pour assurer ces métiers.
Si on va dans la production, à partir du Bac+5, on a le responsable HSE, on a l'ingénieur sécurité environnement, le responsable de laboratoire de contrôle, le directeur d'unité industrielle, le directeur des opérations industrielles, le directeur de production, voire le directeur technique. Et là, j'ai fait un petit focus sur le directeur de production, qui évidemment, qui est un chef d'orchestre de la fabrication. Sa mission, c'est de définir et de mettre en œuvre la stratégie de production du DM, évidemment dans le respect de la réglementation. Voilà, et là aussi, on a des pharmaciens qui font ces métiers de directeur de production ou de site industriel. Sur les métiers du marketing et de la commercialisation-vente, alors là, il y en a beaucoup plus, parce que j'ai mis 3 en 1. Le business analyst, le chef de produit, chef de gamme, j'y reviendrai tout à l'heure, le chargé d'études marketing, l'ingénieur avant-vente, le chef de projet, le responsable service client, le responsable grand compte qui est en fait un ingénieur commercial, mais qui va s'adresser qu'aux grands comptes hospitaliers, le responsable scientifique, le responsable des études économiques, excusez-moi, le responsable affaires publiques, bon, je l'ai mis là, mais bon, c'est celui qui en fait examine plutôt les projets de loi en amont, le responsable médical, l'accès au marché évidemment, ensuite tout ce qui touche à l'export, le directeur commercial, le directeur régional des ventes et le directeur marketing. J'ai fait un focus sur le chef de produit. Qu'est-ce qu'il fait un chef de produit? Il élabore et il déploie la stratégie marketing d'un DM afin d'en soutenir la performance commerciale. Je ne vous ai pas marqué les évolutions et les passerelles, mais un chef de produit, par exemple, il peut devenir responsable marketing. Le responsable marketing, voilà. Donc, lui, il conçoit et il conduit la stratégie marketing en cohérence avec la stratégie commerciale. Là aussi, on cherche des pharmaciens. Le chargé accès au marché, donc c'est lui qui va… alors, il y a le chargé, mais après, en fonction des entreprises, vous avez le responsable, le directeur. Je ne vous ai pas mis non plus les strates en fonction de la hiérarchie, mais c'est aussi des sources d'évolution dans l'entreprise. Lui, il participe à l'accès au marché du DM, donc depuis la phase de développement jusqu'à son évaluation scientifique, et il veille voilà, à l'inscrire sur les listes visant au remboursement du dispositif médical. Donc là aussi, on a beaucoup de pharmaciens qui officient dans ces métiers-là, avec des fois des doubles cursus en économie de la santé, par exemple. Alors, sur la qualité affaires réglementaire, donc c'est un secteur où on cherche beaucoup de personnes, comme vous l'avez vu dans les slides précédentes, je pense que c'est un des métiers où il y a le plus de pharmaciens dans le DM. Donc, responsable assurance qualité, responsable affaires réglementaires, directeur qualité, directeur affaires réglementaires, parce qu'en fonction aussi de la grandeur, de la grosseur de l'entreprise, dans les grosses entreprises, évidemment, vous avez plus de métiers, vous avez un directeur affaires réglementaires et puis il va avoir une équipe de personnes qui vont s'occuper précisément de certaines choses en réglementation. Souvent, dans les petites entreprises, le directeur affaires réglementaires, il fait un peu tout. C'est la polyvalence. C'est aussi très intéressant comme carrière. Le responsable affaires réglementaires, sa mission, c'est définir et déployer la stratégie technico-réglementaire de l'entreprise. Et lui, il est présent vraiment du développement du produit jusqu'à la mission, voire le post-market. C'est vraiment une personne très importante dans l'entreprise. Et c'est aussi, si vous avez lu le règlement européen, dernier règlement européen du DM, la personne chargée de veiller au respect de la réglementation qui est maintenant fait partie d'une réglementation très précise sur les conditions d'accès, ses missions, etc. Voilà, le responsable assurance qualité, sa mission, c'est établir, maintenir, documenter, mettre à jour et améliorer en permanence le système de management de la qualité. Là aussi, beaucoup de pharmaciens sont présents sur ces métiers. Ça n'avance plus là. Voilà. Donc là, j'en ai fini sur les métiers. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour en savoir plus, je vous renvoie sur le site du SNITEM. Je vais trop vite. J'essaie de revenir à ma slide d'avant. Voilà. J'espère que ça n'a plus bougé. Voilà. Pour vous dire qu'on a le SNITEM, www.snitem.fr. Donc, on a un aspect. Pas vrai. On a un espace
carrière où vous pouvez, il y a un espace dédié, donc il y a des offres d'emploi évidemment, mais il y a un espace dédié pour les candidats. Donc vous pouvez créer votre compte candidat si vous le souhaitez, un stage, alternance ou un emploi. On a une cartographie des métiers, parce que là, je vous ai donné, c'est un aperçu, évidemment, qui est en cours de refonte. Pour l'instant, c'est une cartographie qui regroupe 60 métiers. Et puis, vous allez retrouver des fiches métiers aussi que vous pouvez télécharger. Je vous les ai mis juste en bas, là. On en a une vingtaine pour l'instant. Vous dire aussi qu'on a fait un zoom sur les métiers des entreprises du DM il y a 2 ans, où là, ce sont des témoignages de professionnels très courts, des petits encarts pour vous présenter les métiers, de la recherche au développement jusqu'à la commercialisation. Et puis, je vous ai mis, il y a aussi des vidéos métiers où vous avez des professionnels qui vont vous présenter aussi leur métier sur notre site internet. Et puis, il y a un petit livret, si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse personne qui est en charge de veiller au respect de la réglementation, on a un livret sur le site internet. Voilà. Pour en savoir plus aussi sur les métiers, je ne sais pas si vous connaissez le site de l'INFIS, donc c'est un partenariat qu'on a avec le LEM, donc qui est l'Institut des métiers et des formations des industries de santé. Donc là, vous pouvez trouver plein de choses aussi dessus. Et on est aussi en train de retravailler les fiches métiers avec le LEM sur ce site. Je vous ai mis le guide de l'APEC. Bon, il date un peu, mais quand même, il est intéressant. Voilà, vous pouvez l'avoir sur le site de l'APEC parce que vous avez aussi beaucoup de témoignages écrits de professionnels. Et enfin, si vous voulez lire le panorama complet de la filière DM qu'on a fait là en février, bon, c'est assez court, hein, c'est une dizaine de pages. Vous pouvez aussi aller le chercher sur notre site. Et est-ce qu'il y a... Voilà. Vous dire aussi qu'on a un événement un peu comme ce soir, voilà, mon métier dans le DM, qu'on a développé, qu'on a lancé l'année dernière, en novembre, avec les écoles avec lesquelles on est partenaire. Et l'idée, c'est un peu comme ce soir, c'est de faire témoigner des professionnels pendant environ 15 minutes, puis après, il y a 15 minutes de questions. Donc là, s'affichent les métiers qu'on a pu avoir en témoignage, hein, on avait une vingtaine, ça a bien marché, on va certainement renouveler l'événement en 2022, certainement aussi en novembre, donc n'hésitez pas à prendre connaissance de cet événement sur notre site internet le moment venu. Et enfin, voilà, enfin la journée start-up. Voilà, là, vous êtes invités aussi à venir si vous voulez, c'est un événement gratuit. Ça se tient à la Cité de la Science dans le 19e. Et donc, l'idée, c'est de faire rencontrer les startups avec les donneurs d'ordre, donc de faire des rendez-vous B2B, mais il y a aussi beaucoup de conférences sur tout le parcours du dispositif médical. Il y a un espace emploi et compétences avec des job dating et des ateliers RH. Voilà, j'ai fini. Je suis désolée, j'ai dû dépasser les 10 minutes. J'étais un peu bavarde, mais j'avais des problèmes pour, pour faire passer les slides. Il n'y a pas de souci, Voilà. c'était fort instructif. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation, cette belle présentation. On va tout de suite enchaîner donc avec notre prochain intervenant, Monsieur Ajar, qui travaille chez Abbott et qui va nous présenter son poste. Je vous laisse la parole. Super. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend parfaitement. Super. Et est-ce que j'ai le contrôle pour pouvoir passer les slides? Du coup, il faut le demander. On vous laisse le demander et on vous le donne. C'est d'un contrôle à distance. Il est juste là. Alors, c'est dans la petite barre du haut, contrôle à distance. Voilà, dans option d'affichage, oui. En haut de l'écran, vous avez en haut, monsieur Ajar. Alors, moi, j'ai standard, j'ai côte à côte. Voir si je peux vous le donner directement. Alors, attendez, je peux vous le donner. Hop. C'est bon. Parfait. Si je clique. Ok, super. Bon, bah, en tout cas, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. L'idée, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est de vous parler un peu peut-être de mon parcours rapidement et de mon poste actuel plus précisément. Donc, mon poste qu'on a vu juste avant, qui est celui de spécialiste clinique régional diabète, donc chez Abbott. Hop, allez, pour vous en parler, je vais parler de 3 points. Le premier point, c'est finalement qui suis-je, avec un peu de détails sur mon parcours, comment j'en suis arrivé là. Ensuite, vous parler de mon métier actuel et puis voir s'il y a un futur ou quel peut être le futur, en tout cas, de mon métier.
Alors, pour vous dire qui suis-je, simplement reprendre mon parcours. Donc, moi, j'ai fait pharma, comme vous, à l'Université de Lorraine, donc à Nancy. J'ai choisi la voie de l'industrie. En 5e année, j'ai fait un stage dans un cabinet de conseil qui s'appelle Kefren, à Boulogne-Billancourt, donc qui était sur de l'oncohématologie. Le monde du conseil m'a beaucoup plu et je me suis dit que j'avais envie de rester un petit peu là-dedans. Et donc, j'ai continué sur un master spécialisé à l'ESSEC Business School, donc qui s'appelle le SMIB. C'est un master donc en stratégie. Donc, c'est le Strategy Management of International Business, où globalement, on travaille sur des thématiques de stratégie d'entreprise, de conseil, de finance, etc. Après l'ESSEC, j'ai eu envie finalement de continuer sur cette tendance cabinet de conseil. Donc, je suis rentré chez IQVIA, où j'ai travaillé comme consultant chez eux pendant 6 mois. Ensuite, j'ai enchaîné sur un graduate programme chez Urgo en finance, où ça ne m'a pas vraiment plu parce que je manquais de contact humain, d'interaction avec les clients, etc. Et je trouvais que ça manquait de l'aspect un peu médical. Et donc, j'ai rebondi assez vite en allant chez Alcimed, donc un cabinet de conseil où j'occupais un poste de business developer. Donc, j'étais responsable de développer l'activité d'Alcimed sur différents secteurs, et notamment celui du dispositif médical, des biotechnologies, de la santé animale, etc. Et donc, c'est un poste qui m'a beaucoup plu. Mais la force des choses a fait que ma conjointe a été mutée sur Lyon. Et donc, j'ai cherché de nouvelles opportunités. Et j'ai trouvé le poste sur lequel je suis aujourd'hui, donc chez Abbott, donc un poste qui s'appelle spécialiste clinique régional diabète. C'est un poste qui globalement s'apparente à celui du MSL. Alors, pour vous en dire un peu plus sur mon métier, alors sur ce que je fais aujourd'hui, donc je suis basé à Lyon. C'est un métier finalement où je fais du diabète, je travaille sur le diabète. C'est vraiment mon expertise, le sujet qui occupe mon quotidien. Matin, midi et soir, je parle diabète, je ne fais que diabète et c'est vraiment la thématique sur laquelle je suis tout le temps. Donc l'idée, c'est vraiment de développer une expertise autour du diabète et je travaille notamment autour du produit le Freestyle Libre. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais aujourd'hui, les patients diabétiques, pour suivre leur diabète, leur glycémie, donc leur taux de glucose dans leur sang, ils se piquent le bout du doigt avec une aiguille, ils déposent une goutte de sang sur une bandelette et on lit la glycémie du patient. Aujourd'hui, avec le produit Freestyle Libre, l'idée, c'est que les patients en fait, se collent ce capteur blanc que vous voyez sur la photo à l'arrière du bras. Et en fait, ils peuvent le garder pendant 14 jours et ils n'ont plus besoin de se piquer le bout du doigt. Il suffit en fait de se scanner avec un portable ou avec un lecteur pour récupérer la valeur de glucose dans leur sang en direct. Donc, c'est un produit qui est assez révolutionnaire dans le monde du diabète. Et en fait, mon poste a été créé parce que l'idée, c'est vraiment d'accompagner les professionnels de santé à évoluer dans les pratiques et les patients aussi à comprendre comment cette technologie fonctionne et comment tout ça évolue. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, je suis basé à Lyon. J'ai un secteur qui est assez large. On est 3 en fait à travailler sur toute la France. Donc, j'ai globalement un tiers de la France et c'est du coup la partie que vous voyez donc, qui a été entourée en bleu. Donc, c'est quand même un gros secteur. Et aujourd'hui, je suis rattaché à 2 divisions, à la division médicale et à la division accès au marché. C'est une spécificité un peu de chez Abbott. Mais voilà, du coup, les enjeux sont encore plus vastes. Et je vais vous préciser tout ça. En fait, voilà globalement les missions, les sujets sur lesquels je travaille au quotidien. Forcément, il y a une sorte de dichotomie entre l'aspect médical et l'aspect accès au marché. Sur l'aspect médical, forcément, une veille scientifique quotidienne, parce que l'idée, c'est de développer une expertise autour de la pathologie, que ça soit pour moi, quand je vais rencontrer les différents médecins à droite, à gauche, etc., finalement, de savoir de quoi je parle, de connaître les différentes innovations quotidiennes qui sortent autour de la diabétologie. Et je dis bien quotidienne parce que c'est le cas, ça va extrêmement vite dans le monde du dispositif médical. Il y a plein de facteurs qui font que la croissance est immense, que ce soit les facteurs, tout ce qui est technologique, tout ce qui est électronique, etc. Il y a plein de choses qui font que tout va très vite. Donc, une veille scientifique, j'accompagne aussi aux essais cliniques les différents médecins. J'accompagne aussi les forces de vente quand ils échangent avec des médecins et qu'ils ont des questions un peu scientifiques, médicales poussées. Je peux aller les aider pour répondre à ces questions. Je fais aussi de la formation, que ce soit à destination de l'interne, donc des forces de vente d'Abbott ou de l'externe, où finalement, je rencontre les différents professionnels de santé et je les forme sur les thématiques, sur des thématiques diabète, mais aussi des étudiants. Je donne des cours en faculté de pharmacie. J'assiste aussi à des congrès, beaucoup de congrès, que ce soit régional, que ce soit national, international. J'en ai fait plusieurs. Typiquement, là, bientôt, je vais à Barcelone. Il y en a en Guadeloupe, il y en a à Lyon, il y en a à Nancy, il y en a un peu partout. Donc, je bouge régulièrement pour les congrès.
Et je rencontre aussi proactivement des médecins pour finalement développer une sorte de réseau sur mon secteur. Ça, c'est une spécificité qu'on peut faire dans le monde du dispositif médical et qu'on ne peut pas faire dans celui du médicament. On peut aller à la rencontre proactivement des différents médecins. Sur la partie un peu accès au marché, j'ai d'autres sujets, d'autres enjeux. Je travaille sur l'optimisation de parcours de soins du patient, donc comment est-ce qu'on améliore finalement la prise en charge de nos patients. Sur des articles 51, c'est des questions, c'est des dispositifs qui existent pour accéder au marché un peu plus rapidement que les versions, disons, standards. Sur des sujets de télémédecine, sur tout ce qui touche au remboursement des nouveaux dispositifs d'un point de vue scientifique, sur de la customer voice, c'est-à-dire aller à la rencontre des patients, essayer de récolter leur voix, qu'est-ce qu'eux pensent par rapport à nos produits, etc. Aussi des enjeux avec les autorités de santé, les patients que j'appelle hors réseau de santé, c'est des patients qui aujourd'hui n'ont pas forcément de portable, qui ne vont pas à l'hôpital, qui ne vont pas voir leur médecin. Comment est-ce que finalement ceux-là sont pris en charge? Aujourd'hui, du coup, globalement, mes cibles, les personnes avec qui je suis en interaction quotidiennement, c'est les médecins experts du diabète. C'est essentiellement ces personnes-là. C'est aujourd'hui des endocrinologues pour la grande majorité. Ça peut être aussi des pédiatres. Et forcément, comme vous l'avez vu, j'ai un très gros secteur. Donc forcément, j'ai des déplacements à droite, à gauche qui sont assez réguliers. Et sinon, il n'y a pas de siège, il n'y a pas de locaux Abbott aujourd'hui à Lyon. Donc concrètement, je suis soit en télétravail, soit en déplacement. Et en termes de fréquence, je suis à peu près à 2 à 3 jours en moyenne de déplacement par semaine sur mon secteur, évidemment. Globalement, ce qui ressort un peu en termes d'avantages, etc., sur mon métier aujourd'hui, déjà, les deux premiers points, c'est que c'est hyper pharmaceutique et scientifique. Forcément, j'utilise énormément ce que j'ai pu apprendre à la fac et mon diplôme de pharmacien, entre guillemets, pour faire mon métier aujourd'hui. C'est énormément de partage, c'est énormément de contact avec l'humain. Il faut aimer être à l'écoute des gens, aimer être au contact des gens en général. C'est un format hybride, comme je vous l'ai dit, télétravail et déplacement. Ce qui est hyper agréable aussi, c'est qu'on est très considéré, je trouve, sur ce poste, où on écoute la voix du pharmacien aussi sur finalement ce qu'il fait, les remontées terrain qu'il peut avoir. C'est beaucoup d'apprentissage parce que j'apprends au quotidien et parce que je partage aussi ce que j'ai appris avec les autres. C'est un réseau aussi que je mets en place et que je développe. Et c'est aussi des avantages parce que c'est des postes qui sont ouverts aujourd'hui aux médecins et aux pharmaciens. Et donc, forcément, il y a les avantages qui vont avec derrière. En termes de futur, globalement, pour ma carrière peut-être et mon métier, l'idée, en tout cas pour moi aujourd'hui, en étant sur ce poste, c'est de gagner en expérience. C'est un métier que j'appelle métier de carrière parce que je trouve qu'on peut rester très longtemps sur ce type de métier. En changeant d'air thérapeutique ou pas. Mais globalement, il y a des gens qui, ça fait 10, 15 ans, 20 ans, qui font le métier de MSL ou un métier un peu apparenté. Donc, je trouve que c'est un métier sur lequel on peut se développer. Les salaires vont aussi avec les années d'expérience. Moi, personnellement, j'aimerais bien intégrer du management un peu plus tard. Donc, voilà, c'est quelque chose une compétence, je pense, qu'on peut intégrer à mon métier actuel. Et garder ce format hybride qui me plaît bien parce que je pense que télétravail tout le temps ou être derrière son ordinateur tout le temps, c'est quelque chose qui ne me convenait pas personnellement. Être sur le terrain tout le temps, c'était quelque chose aussi qui ne me convenait pas. Et là, le format hybride me convient, ça serait bien. Et globalement, pour le métier en lui-même, c'est un métier qui est globalement très tendance, enfin, je trouve. Je trouve que de plus en plus, les étudiants essayent de se diriger vers les postes de MSL ou apparentés. Jusque quand, je ne sais pas. Je pense qu'il est particulièrement tendance parce que c'est un métier qui est accessible aux pharmaciens, aux médecins. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des avantages qui y sont associés. Je ne sais pas jusque quand ça le sera, mais en tout cas, aujourd'hui, il est tendance. Je pense que la réglementation aussi autour du dispositif médical va probablement évoluer. On parle de la charte de la visite médicale, etc., qui a été appliquée sur le monde du médicament. Probablement, elle va venir aussi sur celle du dispositif médical. La question, c'est quand et comment. Donc, tout ce que je vous disais tout à l'heure sur l'aspect proactif pour aller rencontrer les médecins, peut-être que ça évoluera. Je pense que c'est un métier qui restera au format hybride, que ce soit par visio, etc. Et je pense que bientôt, il y aura probablement aussi des masters spécialisés sur les jobs de MSL qui vont se développer parce qu'il y a une forte demande des étudiants, mais aussi des laboratoires. Et voilà, et donc je pense que ça viendra en tout cas au bout d'un moment. Voilà, voilà. Et donc je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et j'ai mis cette route qui ne va pas tout droit parce que globalement, en fait, on a des idées de ce qu'on veut faire dans notre projet professionnel, etc. Et finalement, ça ne ressemble jamais à ce à quoi on avait pu penser. Donc voilà, empruntez la route que vous trouverez et que vous pourrez. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de chance et de courage pour la suite.
Merci beaucoup, Monsieur Ajar. Merci pour votre intervention. Merci pour cette belle présentation. On va enchaîner parce qu'on a pris un petit peu de retard avec donc le prochain témoignage avec Madame Gardin, qui va également nous présenter son poste, qui est en ce moment en poste chez Medtronic en tant que Regulatory Affairs Specialist. Madame Gardin, c'est à vous. Bien, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter mon métier ce soir. Donc, moi, je suis Sabine Gardin. Je suis pharmacienne de formation. J'ai fait mes études de pharmacie à Châtenay-Malabry et j'ai enchaîné ensuite avec un master droit et de la santé, toujours à Châtenay-Malabry. J'ai d'abord débuté ma carrière dans le secteur du médicament, plus par rapport aux opportunités professionnelles qui s'offraient à moi. Et ensuite, j'ai intégré petit à petit le monde du dispositif médical avec une première expérience de 5 ans chez Allergan. Et ensuite, maintenant chez Medtronic en tant que spécialiste affaires des réglementaires, où je suis à ce poste depuis maintenant près de 8 ans. Donc, au niveau de la description de mon poste, donc en quoi consiste le poste de spécialiste des affaires réglementaires chez Medtronic? Il faut savoir que Medtronic, c'est une énorme société, une énorme entreprise, mais on n'est pas une si grande équipe que ça au sein des affaires réglementaires, puisque l'équipe des affaires réglementaires est composée de 2 sous-équipes. Le pôle QCR, qui est plus en charge de tout ce qui est validation des supports promotionnels, des certificats, et ensuite ce qu'on appelle chez nous le pôle PMS pour Post-Market Surveillance, dont je fais partie, qui consiste en la surveillance post-marché et donc tout le suivi de ce qu'il se passe une fois que le dispositif est utilisé. Donc, moi, à mon niveau, je suis en charge de ce qu'on appelle l'intégralité des actions de sécurité chez Medtronic. Donc, pour faire simple, qu'est-ce qu'une action de sécurité? C'est une action qui est mise en place et qui est à l'initiative de l'entreprise lorsqu'on constate, par exemple, des tendances négatives sur un dispositif ou alors parce qu'on va noter une défaillance ou pour renforcer des informations sur des dispositifs. Donc, moi, je vais être en charge de la mise en place de ces actions de sécurité, de leur déploiement au niveau local, donc au niveau France, pour l'intégralité de toutes les divisions chez Medtronic. Donc, ça demande beaucoup de rigueur puisqu'on a beaucoup d'actions de sécurité chez Medtronic et du fait du large portefeuille de produits que l'on a. Donc, en quoi consiste plus précisément mon métier? Donc, lorsqu'on a connaissance d'une action de sécurité au niveau global, on va mettre tout en œuvre pour déployer au niveau local cette action de sécurité. Mes principaux interlocuteurs seront donc l'autorité de santé, la NSM. Il y aura également les établissements de santé, à savoir les correspondants de matériaux-vigilance et également les médecins utilisateurs des dispositifs. Donc, moi, à mon niveau, je vais donc être en charge du suivi et de la mise en place de ces actions. Je vais m'assurer que toutes les informations sont transmises, comprises. Je vais également répondre à l'autorité compétente lorsqu'il y a des questions sur le sujet et bien sûr assurer le suivi auprès des professionnels de santé. Au niveau des avantages de mon métier et des inconvénients, on va dire que l'avantage, c'est que j'ai la possibilité d'avoir une vision globale sur toutes les divisions, sur tous les dispositifs. Et donc, j'ai cette chance finalement de savoir exactement ce qui se passe dans chaque division et donc le suivi et les tendances par rapport à la vie du dispositif lorsqu'il est sur le marché.
Au niveau des inconvénients, pour moi, il n'y en a pas. On va dire c'est plutôt, on va dire, des qualités qui sont à mettre en place pour éviter les inconvénients parce que, comme je disais, on a un portefeuille de produits énorme, beaucoup d'actions de sécurité et donc ça nécessite énormément de rigueur pour faire le suivi de tous les dossiers, beaucoup d'organisation, mais je pense que ce sont des compétences qu'on apprend à mettre en place au fur et à mesure de nos études et c'est des qualités qu'on va donc faire évoluer tout au long du poste et de notre expertise sur le sujet. Aujourd'hui, nous, chez Medtronic, on est majoritairement en télétravail. Je suis dans une boîte américaine qui est très peur du Covid. Donc, voilà, on a du mal à remettre les pieds au bureau. Pour ma part, ça ne me dérange absolument pas dans le sens où j'ai un métier qui ne nécessite pas forcément de contact direct avec les personnes avec qui je travaille, puisque je vais travailler soit au niveau Europe avec mes homologues européens, donc dans tous les cas, je ne les aurais pas rencontrés, ou alors avec les personnes du terrain qui vont m'aider à mettre en place une action de sécurité et également là pour le coup que je n'ai pas l'occasion de rencontrer plus que ça quand je suis au bureau. Donc télétravail exclusif ou quasi exclusif depuis l'épidémie et donc on a bien évidemment, beaucoup d'outils, par contre, de réunions pour faciliter la communication avec les différents interlocuteurs et les différentes personnes avec qui je travaille. Au niveau des sujets que je traite dans mon travail, comme je disais, donc je suis en charge des actions de sécurité. Les actions de sécurité peuvent être de tout type. On peut balayer les énormes rappels de l'eau sur vraiment des petits dispositifs, donc là très conséquents. Je pense à tout ce qu'on a au niveau mini-invasif type agrafeuse. Donc là, par exemple, la complexité d'une telle action, ça sera de justement pouvoir identifier tous les lots concernés dans les établissements, être réactif pour placer les dispositifs en quarantaine et être le plus efficace et rigoureux pour pouvoir organiser ces rappels de l'eau au plus vite. On a aussi des actions de sécurité un petit peu plus simples à mener qui peuvent être, par exemple, de rajouter une note d'information sur la notice ou renforcer une utilisation lorsqu'on peut avoir quelques informations qui ne sont pas claires, donc renforcer une information. Ça, ce sont des informations qui, je dirais, sont un petit peu plus simples à mener et qui d'ailleurs ne sont pas toujours notifiées auprès de la NSM. Donc ça, c'est par rapport à la présentation. Au niveau des compétences, par rapport aux compétences, je dirais que ce métier est un métier très enrichissant. Dans le sens où on apprend énormément de chaque division. Un même rappel de l'eau d'une division à une autre est mené complètement différemment puisque voilà, les dispositifs ne sont pas les mêmes. L'enjeu, du coup, n'est pas forcément le même au même moment. Par rapport au métier en lui-même, je dirais que c'est un métier voilà, où il ne faut pas avoir peur, par contre, en effet, de pouvoir mettre son nez dans les dossiers. C'est vrai qu'on a beaucoup d'échanges, mais ce sont des échanges, voilà, comme je disais, aux affaires réglementaires, on passe un peu pour le mauvais flic à toujours un peu rappeler les règles auprès de la force de vente. Donc, voilà, il y a l'art et la manière. Et moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est justement de pouvoir
transmettre et faire passer un message pour respecter la réglementation sans braquer, par exemple, les personnes du terrain qui sont plutôt sur leurs chiffres. Alors, quand on leur annonce un rappel de l'eau ou quoi que ce soit, ça leur fait jamais plaisir, mais c'est justement toute cette façon de mener les dossiers, de savoir communiquer et justement de pouvoir accomplir ce métier jusqu'au bout. Par rapport aux enjeux de demain concernant notre poste, je dirais, et ça c'est pas moi qui l'invente, vous le savez, la réglementation du dispositif médical tend de plus en plus à être calée sur le modèle du médicament. Donc, on a un renforcement de tout ce qui est surveillance, que ce soit au niveau de l'autorité compétente, la NSM, qui peut poser beaucoup de questions sur des sujets importants qui peuvent être aussi bien liés, par exemple, à l'épidémie, vérifier nos stocks, savoir comment gérer telle ou telle situation. Également, il y a tout le renforcement par rapport à la réglementation, c'est-à-dire que nous, on le sent au niveau de la NSM, c'est-à-dire des sujets pour lesquels, voilà, avant, ils nous laissaient plus ou moins tranquilles. Aujourd'hui, on sent voilà, qu'avec tout ce qui se passe autour, voilà, on est très surveillé, on a besoin de répondre à certaines questions de la NSM dans des temps très courts. Donc, il y a un niveau d'exigence qui est renforcé. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que notre métier, voilà, c'est de garantir vraiment que toute la réglementation est mise en place au sein de notre société et que voilà, chaque sujet, chaque thématique qui nous sera demandé. Voilà, chaque dossier sera justifié et abouti comme selon la réglementation en vigueur. Donc, voilà pour ma présentation. Je pense que j'ai réussi à tenir les 10 minutes. Merci beaucoup, Madame Gardin. Merci à vous pour cette belle présentation. Alors, je vais rapidement enchaîner puisqu'on a un petit peu de retard par rapport au planning pour laisser la parole donc à Monsieur Pierre Larquet qui doit malheureusement nous quitter assez tôt, donc qui est donc ingénieur R&D chez DTF. Tout à fait. Larquet, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Donc, comme vous l'avez dit, donc, je travaille à DTF Médical, donc petite PME française stéphanoise, donc sur Saint-Étienne. On a à peu près 70 ans, un peu plus maintenant. Donc, moi, j'ai rejoint l'entreprise il y a plus d'un an, je suis dans ma 2e année. Donc, je suis ingénieur en recherche et en développement. Ce que je peux vous dire, rapidement, c'est que moi aussi, je suis passé, comme c'était dit précédemment, par pas mal de postes aussi divers les uns que les autres. J'ai commencé par bosser d'hospitalo-universitaire avec la coordination pour faire du lean en organisationnel. Je suis passé en industrie pharmaceutique pour le coup, donc pharmacien process de nuit. Ensuite, j'ai fait du réglementaire, organisme notifié au GMED. Pour enfin, en avant-dernier poste, je suis parti dans une petite start-up où on a fait du développement de dispositifs médicaux pour tout ce qui est greffe de cornée. Donc, différentes structures, organisations avec des attentes complètement différentes, mais aussi complémentaires, on va dire, dans les compétences qu'on peut atteindre. Ça permet d'avoir un bel éventail, j'ai envie de dire, pour attaquer un poste. J'ai toujours voulu être en R&D, donc je le suis, donc je suis très content. Aujourd'hui, mes missions, elles sont pérenniser tout ce qui est le portefeuille produit de notre entreprise. Donc, on bosse dans l'aérosol thérapie, tout ce qui est nébuliseur, donc traitement de mucoviscidose par exemple, l'allaitement, donc accompagnement des femmes enceintes. Et enfin, on est sur traitement de la plaie, donc tout ce qui est ulcère veineux au niveau des membres inférieurs, donc par de l'électrostimulation. Et enfin, on est parti sur un secteur un peu tout ce qui va être sanitaire, donc accompagnement un peu pour la période Covid. Donc, on était distributeur de tests puisqu'on a un gros réseau pharmaceutique, mais aussi derrière tout ce qui est mise à disposition de pays.
Donc, au niveau des missions, ça va être beaucoup de gestion de projet, donc pérenniser des gammes de produits, mais aussi aller sur des nouvelles voies pour lancer des nouveaux projets. Donc, nouveaux projets de développement, amélioration de gamme, extension de gamme. Et après, c'est du travail de support, on va dire, qui est interservice. Aujourd'hui, en termes, si je dois un peu résumer en termes d'avantages et d'inconvénients au niveau de mon poste. Avantage, c'est sûr, c'est certain, c'est l'autonomie. On a l'avantage d'avoir une bonne hiérarchie, si on peut dire. J'ai un manager direct qui est très ouvert, qui me laisse une énorme marge de manœuvre, qui a confiance, ce qui est très agréable dans le travail. Donc derrière, je peux compter sur pas mal de collègues, puisqu'on bosse énormément en interservice. Moi, je bosse étroitement avec le marketing, par exemple, le réglementaire, c'est sûr, pour tout ce qui est MDR, mais aussi des achats pour du supply, des problèmes d'approvisionnement. En ce moment, autant vous dire que les matières premières, autant plastique, électronique, on fait face à beaucoup de pénuries, donc il faut pouvoir trouver des alternatives. Les inconvénients qu'on peut rapidement trouver quand on est dans une PME, ça va être, c'est sûr, le côté financier. On n'a pas des moyens qui sont illimités. Donc, il faut vraiment choisir, être stratégique, être opportuniste aussi, mais être curieux parce qu'il va falloir chercher un peu des entreprises dans lesquelles on va pouvoir aller, sur lesquelles on va pouvoir investir, innover, et même des solutions ou des acteurs avec qui on doit se retrouver pour pouvoir avancer sur les sujets. Donc, c'est un peu le côté limitant, c'est ça. Et puis, on est peu nombreux, donc il faut être un peu couteau suisse. Autant vous dire que des fois, on est appelé sur plein de projets en même temps. Dans l'entreprise, tout le monde n'a pas les mêmes priorités. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est planning et contraintes. On fait des belles journées, on va dire. On est bien occupé et c'est pas toujours facile d'avancer à la vitesse qu'on voudrait sur les projets. Mais bon, faut prendre son mal en patience, bien structurer le travail et puis toujours relancer une dynamique avec les différents intervenants. Mon environnement de travail, donc, comme vous l'avez compris, je suis en PME, donc ça va se traduire au quotidien. Je suis en open space. Dans les services, on est un service plus opérationnel, donc marketing, indus, logistique et après R&D pour ma part. On fait un peu de télétravail puisque là, dernièrement, on a ouvert tout ce qui était charte télétravail, ce qui est logique par rapport avec la période. Et puis, il faut pouvoir rester modulable, puis avoir une bonne balance, j'ai envie de dire, entre le côté pro et aussi le côté un peu privé, ce qui est un bon moyen. Avec qui je travaille au quotidien en interne, donc, comme vous l'avez compris, beaucoup de services, en externe avec des prestataires, des universitaires. Ça peut être aussi des agences plus d'État, type des ARS, des choses comme ça, le SNITEM, des associations également. On va aussi bosser avec Lyon Biopôle, donc d'autres incubateurs, le Pulsalis, pour trouver des opportunités d'investissement. Donc avec un grand réseau et une diversité assez importante d'acteurs. Donc c'est beaucoup de monde. Les thématiques que je traite, je traite de la gestion de projet, de la conception, donc concevoir une nouvelle solution, on va dire technique pour répondre à un besoin, parce qu'on travaille comme ça. C'est d'abord le marketing avec l'appui du marché qui va nous donner une image de ce que l'on a besoin pour un dispositif. On va le développer en conséquence. Et derrière, on va faire tout le côté technique, la mise en place technique. Et après, dans la dimension projet, plus une idée de pilotage, accompagner les acteurs, avancer, respecter les jalons, les plannings, les coûts. Donc ça, c'est pas mal de ce que je fais en travail. En opportunité technologique, donc je fais énormément de veille technique, croisé avec de la veille réglementaire aussi, mais beaucoup de veille technique. On fait des salons, on reste à l'écoute de beaucoup d'opportunités, de solutions, on écoute des gens pitcher, on réfléchit si on veut aller investir un peu dans leur projet ou si on va aller développer leur solution, si c'est une solution technique. Donc on va faire carrément de la traduction de besoins. Et puis, au quotidien, je peux faire de la CAO, donc tout ce qui est conception assistée par ordinateur. On bosse avec des prestataires électroniques aussi. Donc, c'est accompagnement, supervision. Et il faut être clair, on n'a pas toutes les compétences tout le temps, techniquement ou même en termes de connaissances. Donc, il faut accepter de laisser travailler des gens qui ont l'expertise, de se faire accompagner par des gens qui ont l'expertise. Donc, les compétences clés pour être performant sur mon poste, c'est sûr, c'est la curiosité, être ouvert, être organisé, c'est très important quand même. Derrière, il faut être déterminé parce qu'il faut pouvoir mener son projet quand même de A à Z. Et ouais, c'est à peu près ce que je
trouve le plus important en termes de thématique. Et puis, bon, il faut quand même être aussi un peu technique, mine de rien, pour faire de la R&D, c'est pas mal. Quelles sont les compétences clés? Donc, c'est fait, excusez-moi. À quel enjeu mon poste devra répondre dans les années à venir? Alors là, clairement, première chose qu'on peut citer, ça va être côté MDR, donc la réglementation. Pour se tenir au courant, s'informer et adapter les solutions qu'on propose pour pouvoir un peu aussi rentrer dans les moules, il faut être clair, ou tout du moins comprendre comment structurer le moule pour que notre solution soit commercialisable et certifiable. Derrière, c'est beaucoup d'enjeux aussi d'opportunités, aller vers des technologies qui ont un avenir, qui ont un futur, qui méritent une translation vers un produit. Donc ça, c'est très important. Le RSE, donc tout ce qui est responsabilité sociétale environnementale. Donc, essayer de faire, on va dire, sortir un produit en pensant à l'impact environnemental qu'on va avoir. C'est vrai que des fois, dans le dialogue, ça peut faire un peu bullshit et greenwashing, mais c'est pas le cas. Faut être quand même conscient que c'est important et je pense que nos générations, on est quand même bien inscrits dans cette dynamique-là. Et le but, c'est d'essayer de trouver des solutions parce qu'il y a plein de gens qui développent des solutions pour être, on va dire, en adéquation avec notre environnement et avoir un impact le plus faible possible. Et donc, il faut se tenir au courant de ces solutions, il faut réfléchir, il faut oser les implémenter, même s'il y a des surcoûts. Ça, c'est sûr, il y aura des surcoûts, mais derrière, ça peut être tellement bénéfique pour la suite. Donc, ça va de soi. Donc, beaucoup de choses comme ça. Et puis, moi, après, sur mon poste, je suis parti pour monter aussi en responsabilité, dans plus en plus de délégations, et qui sait, plus tard, peut-être, pouvoir espérer prendre la responsabilité de la recherche et développement au sein de notre entreprise. Qu'est-ce que je pourrais attendre demain, moi, d'un apprenti? C'est quelqu'un qui est motivé, curieux, qui a vraiment envie d'oser, d'y aller. Et il y a pas, tout le monde se trompe, on peut toujours se tromper. On apprend aussi beaucoup sur le tas, il faut être clair sur ça. Et après, du moment que c'est quelqu'un d'investi et qui a envie de se donner dedans, c'est un plaisir après de bosser avec lui. Et j'ai envie de dire, venez, on sera très content de pouvoir prendre des apprentis, prendre des stagiaires. C'est comme ça que moi, j'ai pu apprendre et c'est comme ça que j'ai envie que les autres générations puissent apprendre. Voilà. Merci à vous. Merci à vous, Pierre, pour cette présentation. Merci à tous ceux, donc tous les professionnels qui étaient présents ce soir pour nous montrer la richesse du secteur du DM au travers de ces postes. Alors, nous allons basculer sur la partie questions. Est-ce que Thomas, nous avons des questions de la part des participants à poser à nos professionnels? Non, pas pour l'instant, mais si vous en avez, vous pouvez prendre la parole ou directement dans le chat. Est-ce que certains d'entre vous auraient des questions sur les présentations qui viennent d'être réalisées? Alors Thomas, je vous laisse revenir vers moi si une question devait être posée. Nous continuons cette présentation avec donc la partie projet professionnel. Je vais laisser la parole à Aïcha, donc, qui est conseillère en développement de l'apprentissage au sein du CFLM pour la région Île-de-France. Merci Claire. Du coup, rebonsoir à toutes et à tous. L'idée, c'est de revenir effectivement sur votre projet d'avenir et plus précisément sur la construction de votre projet professionnel. L'idée, c'est effectivement de participer à ce type de soirée pour un petit peu grappiller des informations sur les différents secteurs, en l'occurrence donc le secteur DM. Donc l'idée, c'est d'avoir un projet construit et cohérent, notamment en cherchant et en identifiant les métiers dans le secteur du DM, de voir aussi l'actualité du secteur. Donc, toutes ces informations vous ont été présentées notamment en introduction par l'analyse sectorielle réalisée par le SNITEM. Autre point, comme aujourd'hui, ne pas hésiter aussi de se rapprocher de professionnels pour pouvoir notamment échanger sur leur métier et leur mission et de participer à ce type d'intervention. Alors, comme en termes d'outils, effectivement, donc ça vous a été aussi présenté en introduction, donc le site de l'INFIS, au sein duquel vous allez pouvoir retrouver notamment par recherche métier ou recherche formation, une fois que vous aurez fait tout ce travail de prospection et d'analyse du secteur et identification du métier, vous allez notamment pouvoir retrouver des fiches métiers et des formations en cohérence.
Et autre point en termes d'outils, l'idée c'est qu'effectivement votre cursus vous donne notamment toute cette partie connaissances scientifiques, donc, mais pas que. L'idée aussi, votre cursus vous permet aussi d'acquérir des connaissances transverses, notamment donc, les connaissances de l'entreprise, du cycle de vie du médicament, les connaissances des politiques de santé, et notamment par le biais des projets de groupe que vous êtes amené à réaliser tout au long de votre cursus universitaire, qui vous permettent notamment de développer cette capacité d'analyse, de résolution de problèmes. Autre point dont on a entendu parler lors des interventions des professionnels, l'anglais, donc écrit et oral scientifique et professionnel, qui va notamment vous permettre de vous ouvrir des portes et des opportunités, et bien sûr des connaissances des procédés industriels et technologiques. Donc, on a parlé notamment des connaissances transverses. En termes de connaissances, on a aussi du coup les compétences, donc les soft skills, donc notamment savoir travailler en mode projet avec une équipe pluridisciplinaire. Donc, comme ça a aussi été présenté par les professionnels, vous êtes amené à échanger avec différents interlocuteurs, avec des profils différents. Pour ceux et celles qui souhaitent avoir notamment des évolutions de carrière, donc savoir faire preuve de capacités managériales, avoir l'esprit de décision, être capable de prendre du recul, donc ça c'est tous les soft skills à avoir, entre autres, et savoir se remettre en question. Autre soft skills aussi, notamment qui a été repris et dont on l'a vu dans le profil et dans le parcours des professionnels, c'est la mobilité. Donc c'est d'avoir cette mobilité d'un point de vue géographique et interne. Donc là, vous avez un petit peu les points et les leitmotivs à avoir, notamment pour construire votre projet professionnel. Autre point, n'hésitez pas à faire du réseautage, donc à vous rapprocher notamment des professionnels sur LinkedIn, donc, et de nous aussi, d'un point de vue CFA. Donc on passera par la suite à la présentation de nos formations, notamment dans le DM, mais n'hésitez pas à vous rapprocher via LinkedIn pour pouvoir leur poser toutes les questions. Une fois que vous avez identifié bien sûr le métier sur leur parcours. Du coup, je vais laisser la parole à Daniela, qui est du coup en apprenti en DM. Je ne sais pas si Daniela, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Je ne sais pas si vous me voyez ou vous m'entendez. Oui, on vous entend très très bien. Donc, Daniela qui a eu la gentillesse de témoigner pour vous ce soir, qui est au sein de notre promotion nantaise dans le DM, formation que l'on vous présentera un petit peu plus tard, mais on voulait dans un premier temps donc laisser la parole à Daniela pour qu'elle puisse un petit peu vous présenter son projet professionnel, la façon dont elle l'a construit, mais également son parcours, ses critères finalement de choix pour choisir sa formation et ce qu'elle fait en ce moment en apprentissage. Daniela, je vous laisse la main pour que vous puissiez contrôler l'écran. Je l'ai demandé, maintenant je ne sais pas si je l'ai. Normalement, vous l'avez, mais je vois qu'il faut écrire en attente, donc je vais vous le faire de manière manuelle. Ah. Oui, c'est étonnant. C'est bon, très bien. Merci beaucoup. Vous l'avez? Parfait. C'est à vous. Non, je ne l'ai pas. C'est bon. C'est bon. C'est très sensible. Ok, très bien. Donc, moi, je suis Daniela Ruzieux. Donc là, je suis en Master 2 à Nantes, à la faculté de pharmacie de Nantes, et je suis en alternance chez Peter Surgical. Donc, c'est une entreprise que je vais vous présenter juste après. Je suis désolée, j'ai un petit oiseau, donc il va faire du bruit, le petit bruit de fond. Donc là, je suis partie pour du cours Master 2. Avant, j'ai eu d'autres expériences. J'étais partie à Londres pour faire un stage sur le paludisme. Et j'avais également fait un autre stage en tant qu'ingénieur biomédical à l'Institut Gustave Roussy. Donc, c'est un institut de cancérologie. Donc là, j'étais sur les dispositifs médicaux et je m'occupais de l'achat et du matériel d'anesthésie. C'est là un petit peu où j'ai découvert les dispositifs médicaux et je me suis lancée dedans, mais en tant qu'affaire réglementaire. Donc, c'est un métier que j'ai découvert en interrogeant des professionnels de santé que je ne connaissais pas spécialement. Donc, aujourd'hui, je vais vous le présenter. Donc là, mon alternance, elle est sur 12 mois. Donc, le rythme, c'est 1 semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Maintenant, ce rythme est plus ou moins régulier durant l'année. On a un petit peu plus de cours en début d'année et un peu moins vers la fin d'année.
Et ensuite, dès l'été, on est full entreprise. Donc, voilà. Donc, le parcours que je fais, il est ouvert, il permet donc d'être soit en qualité, soit en affaires réglementaires, soit en R&D. Il faut savoir que moi, je suis full affaires réglementaires, mais il y a d'autres de mes collègues qui sont en qualité et en R&D. On a la chance d'avoir une formation avec des profils très variés. Donc, on a des pharmaciens, mais pas que. Il y a également un médecin, il y a également des dentistes, il y a également des ingénieurs biomédicaux. Donc, c'est assez intéressant. J'arrive pas à le... Ok. Très bien. Donc, ça, c'est un petit peu les cours qu'on aura pendant l'année. Je n'ai pas terminé mon année, donc je n'ai pas vu tous les cours. Mais on fait de l'assurance qualité, forcément, du réglementaire. On a des cours de stérilisation pendant le mois de décembre, beaucoup d'anglais, puisque c'est un élément très important dans les affaires réglementaires et même dans les autres professions. Et voilà. Et on a également un mémoire. Il faut savoir que l'année est très intense. Parce qu'on est en entreprise, donc on a la responsabilité professionnelle, on a des documents, il y a du travail, il y a quelque chose à fournir. Et en école, on a également le mémoire à réaliser, également les examens, également les cours. Donc, il faut vraiment bien savoir s'organiser pour pouvoir passer l'année au mieux. Donc là, je vous ai mis les contacts si vous avez plus de questions par rapport au master. Je pense que mes responsables pédagogiques seront ravis de vous donner plus d'informations. Je vais vous parler brièvement de Peter Surgical. Donc, je n'ai pas eu de difficulté à trouver une entreprise. J'ai d'ailleurs eu le choix. Il faut savoir qu'il y a énormément de postes qui sont ouverts. C'est vraiment un métier qui se développe en ce moment, de plus avec le nouveau règlement qui est mis en place depuis l'année dernière. Donc moi j'ai choisi cette entreprise déjà parce que lors de mon stage en tant qu'ingénieur biomédical, j'avais découvert un petit peu le domaine de l'anesthésie chirurgicale et ça m'avait énormément plu. Et également parce que Peter Surgical ont des dispositifs de classe 3 et moi je voulais commencer par le plus dur, on va dire, parce que c'est une classe qui est assez stricte par rapport aux classes 1, 2A et 2B. Donc, Peter Surgical est vendu dans 90 pays. Donc, il y a également une activité d'export, d'enregistrement. On a une large équipe. Il y a 7 chargés d'affaires réglementaires. Donc, et 2 alternantes, dont moi, et une autre alternante qui est à Châtenay-Malabry, chez Paris-Saclay. Et voilà, donc du coup, il y a l'enregistrement. Moi, je suis en opérationnel, donc je m'occupe de la mise en place du dossier technique, donc du passage au MDD, au MDR. Donc, l'application du nouveau règlement par rapport au dispositif. Donc, Peter est un leader dans tout ce qui est suture chirurgicale. On a une large gamme, donc cardiovasculaire, non réservoir, résorbable. Donc, moi, je travaille beaucoup sur les sutures, donc c'est un petit peu ma gamme. Et donc, ma grosse mission, c'est le passage sur le nouveau règlement. On a également des clips, donc c'est ce qui permet de fermer les vaisseaux. On a des instruments de cellio à usage unique. On a également des implants de renfort. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas et je serai disponible pour répondre à tout ça. Là, je vais arrêter de toucher à tout. Je pense que j'arrête pas de bouger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniela. Je reprends la main effectivement sur l'écran. Est-ce que certains d'entre vous, vous auriez donc des questions pour Daniela avant qu'on passe à la 3e partie, donc la partie formation, pour vous présenter un petit peu plus avant donc les 2 masters que nous avons en apprentissage dans le DM. Non, il n'y a pas de questions. Pas de questions pour le moment? Bon. Écoutez, on part du principe que tout est très clair. Oui. Donc, on continue pour vous présenter donc, cette ultime partie. Alors, on voulait un petit peu, dans un premier temps, vous resituer
finalement le CFA et puis pour vous présenter un petit peu notre équipe qui s'agrandit. Pour le coup, pour vous dire donc que l'objectif du CFA, c'est de vous proposer donc des formations diplômantes à l'issue de votre 5e année, tout en apprentissage. Donc, pour ce soir, 2 soirées, masters, donc, qui vous sont proposés sur le dispositif médical. Nous sommes présents dans 7 régions, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Grand Est, Pays de la Loire, Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a formé un peu plus de 1350 apprentis, en sachant que le but du jeu du CFA, c'est d'effectuer donc des partenariats avec des écoles et des universités pour répondre au marché de la santé. Aujourd'hui, le DM met également le médicament, la cosmétique et la nutrition. Et donc, nous vous proposons des Masters 2 de spécialité en apprentissage et nous intervenons comme médiateurs entre vous, futurs apprentis, l'entreprise et votre établissement d'enseignement. Donc, on vous a mis un petit peu une liste ici non exhaustive de nos partenaires qui se développent chaque année, du fait également de la forte montée et développement exactement donc des différentes opportunités. Et vous avez vu donc un petit échantillon ce soir de la diversité que vous pourrez vous retrouver au niveau des postes que vous pouvez effectuer sur un sujet DM. Alors, ce soir, 2 formations, focus sur 2 formations. La première, dispositifs médicaux, évaluation, enregistrement et vigilance, que vous allez retrouver donc, à l'Université de Paris-Saclay. Et la seconde, donc, celle qu'a effectuée Daniela, biomatériaux et dispositifs médicaux de la conception à la mise sur le marché, que vous retrouvez à Nantes. Donc, pour passer à la présentation du coup du master dispositifs médicaux, évaluation, enregistrement et vigilance. Donc, c'est un master qui est dispensé à l'Université Paris-Saclay. Donc là, vous avez des données chiffrées, notamment en termes d'insertion professionnelle et de diplômés. L'idée, c'est que ce master vous prépare à toute la partie dispositifs médicaux et techniques médicales, dans toute la partie donc, réglementaire et assurance qualité, donc d'un point de vue européen et international. Et donc, du coup, sur cette seconde slide, on a mis notamment les atouts. Vous avez un QR code, n'hésitez pas du coup à le flasher, qui vous ramènera directement sur le site du CFA. Donc, en termes d'atouts, notamment donc, certification Yellow Belt, donc qui correspond du coup à un parcours d'excellence dans le DM. Donc, un travail aussi dans un laboratoire certifié, ISO 9001. Un projet d'étude de cas sur 6 mois. Donc, cette formation vous permet aussi, donc, en apprentissage, vous permet aussi de participer à des congrès internationaux, aussi donc, formation professionnalisante, donc mise en pratique du management par la gestion d'un technicien, et vous avez aussi la possibilité du coup de participer à des séminaires de management qui sont du coup réalisés par des coachs sous forme de cas pratiques et jeux de rôle. Alors, vous avez également, on vous a un petit peu, on va dire, facilité les choses. On vous a mis un petit QR code qui renvoie à la page de la formation si vous voulez avoir un peu plus d'informations au niveau du programme, au niveau des conditions d'admission. Il faut savoir que c'est un master qui est ouvert à de nombreux profils. Donc, vous allez retrouver au niveau du master à la fois des profils pharmaciens, mais pas que. Vous retrouverez également des profils de biologistes, donc des Master 1 qui évolueront en Master 2. Vous pouvez travailler sur de nombreuses possibilités qu'ouvre le DM. Donc, du moment que votre apprentissage est sur un dispositif médical, donc vous pouvez tout à fait avoir des missions qui correspondent à la formation. Au niveau du dossier de candidature, donc vous avez une ouverture qui donc va s'effectuer à la mi-mars. Vous devrez déposer votre dossier à partir du e-candidat de l'Université de Paris-Saclay.
Alors, c'est une formation que vous aimez particulièrement puisque vous pouvez, si vous voulez, toucher un petit peu à tout au niveau des différentes familles métiers que vous retrouvez dans le DM. Donc, vous avez à la fois au niveau du programme la possibilité de monter en compétences et en connaissances à la fois sur la partie qualité, sur la partie production, sur la partie R&D, sur la partie également communication. Donc, c'est une formation qui, pour le coup, va suivre l'évolution d'un DM et vous permettre de pouvoir également vous insérer assez facilement dans les différentes familles métiers que vous avez vues donc, sur la première partie de la soirée. Deuxième formation qui est située à Nantes. Alors, formation qui est également relative donc ODM avec une vision un petit peu, un panel de possibilités qui est un petit peu en éventail. Donc, vous voyez que vous avez à la fois une partie production, une partie qualité et une partie réglementaire, avec une très grosse partie réglementaire qui est bien sûr en rapport avec le développement et l'évolution de la réglementation dans le DM, avec des très belles opportunités, et ça, vous l'avez vu en début de soirée, au niveau de la réglementation notamment, pour vous. Alors, cette formation, vous pouvez également, en flashant le QR code, retrouver la page pour pouvoir avoir un peu plus d'informations quant au programme. Mais au niveau des atouts, donc elle forme des cadres de haut niveau. Le but du jeu, c'est de vous former à des postes de très haute responsabilité, notamment au niveau des sites de production. C'est aussi développer des compétences qui sont à 360. C'est une formation qui va également vous être délivrée plutôt en mode projet. Donc, vous avez une très forte, si vous voulez, très forte relation avec le monde industriel puisque la majorité donc, des professeurs sont tout simplement des professionnels qui sont en poste. Vous avez aussi donc un réseau alumni qui est conséquent. Formation bien sûr en apprentissage, avec également une possibilité, donc comme c'est une formation un petit peu généraliste, de pouvoir commencer dans n'importe quelle famille métier en fonction bien sûr de la coloration que prendra votre apprentissage. Alors, pour les dossiers de candidature, c'est également à l'annuaire, c'est effectué sur le site de l'Université de Nantes. On voulait également vous laisser un petit temps pour pouvoir nous poser vos questions sur un peu plus sur les formations, si vous avez des questions sur des critères différenciants pour qu'on puisse un petit peu échanger là-dessus, ou des questions un peu plus logistiques. On n'est pas revenu sur la partie apprentissage, mais peut-être pour dire que c'est aussi l'opportunité pour vous de réaliser ce Master 2 en apprentissage, de gagner 1 an d'expérience professionnelle. Ok, je pense qu'il y a eu un petit problème de connexion. Alors, non, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Aïcha. Est-ce que vous nous entendez? Là, c'est parfait. Oui, Oui, c'est bon. disez-nous.
Donc, j'ai été coupée en plein milieu. Donc, je notifiais aux étudiants que vous aviez la possibilité de réaliser ces 2 formations en apprentissage. Alors, on n'est pas revenu sur l'apprentissage, mais pour vous dire que souvent, c'est assez prisé de vous, puisque c'est la possibilité à la fois d'avoir une année diplômante, mais également 1 an d'expérience professionnelle à faire valoir. Alors, on est sur 2 formations qui sont sélectives. Donc, vous avez pour les 2 formations le même process. Une première étape, un dossier de candidature à établir celui candidat. Et deuxième étape, donc un entretien oral face à un jury qui sera composé d'une personne du CFA, d'une personne, d'un responsable pédagogique, donc en fonction de la formation, et d'éventuellement de professionnels également du secteur qui peuvent venir pour pouvoir vous auditionner. Alors, le but du jeu de cette entrevue, c'est bien sûr d'apprendre à vous connaître, mais également de comprendre votre projet, puisque vous l'avez compris, le DM est assez vaste et offre énormément de possibilités et d'opportunités à connaître votre projet pour pouvoir établir de la cohérence de celui-ci par rapport donc à la formation. Alors, dans ce cas de figure, n'hésitez pas, encore une fois, c'est des masters hautement sélectifs, donc à venir nous en parler en amont pour qu'on puisse discuter un petit peu ensemble de votre projet et puis vous apporter aussi des billes. Oui, au mois de mars, effectivement, pour répondre à votre question, Anna. Donc, au mois de mars, sur le e-candidat des universités. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez nos contacts directement sur la page des 2 formations en bas de celle-ci, pour qu'on puisse discuter de vos projets et pour qu'on puisse également vous apporter un aiguillage aussi sur la façon de le présenter, de le construire. Ça peut vous être utile, puisque de nouveau, ce sont 2 formations qui sont hautement sélectives. Le but du jeu, c'est aussi de vous aiguiller pour vous apporter les billes nécessaires pour que vous puissiez avoir un projet cohérent et que vous puissiez également réussir celui-ci. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en amont, à contacter nos anciens étudiants. On remerciera une nouvelle fois notre apprenti qui a bien voulu se prêter au jeu ce soir pour venir échanger avec vous. On va vous laisser la main sur la partie questions, si vous avez des questions à nous remonter, que ce soit sur la partie métier, sur les 2 formations qu'on vous a présentées. Et je n'ai pas le visuel, donc Thomas, je vous laisse me dire si nous avons des questions. Pas de questions, que des remerciements. Merci pour toutes les interventions, très enrichissantes. C'était très clair apparemment. Ok, écoutez, on est ravis d'avoir pu vous proposer ce format ce soir. Merci à tous. Vous retrouverez donc le replay directement sur la page YouTube du CFA et également sur les 2 pages formation qu'on a pu vous présenter ce soir. Merci à tous les intervenants qui ont fait que cette soirée a pu être possible et a pu, être enrichissante. Merci à Thomas de nous avoir épaulé tout du long de ce petit parcours, puisque nous sommes sur la dernière soirée du rendez-vous des masters. Merci à vous de l'avoir suivi. Et plus qu'à vous dire, à très bientôt. N'hésitez pas, encore une fois, à nous contacter. Et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà. Et à suivre également la nef. Merci beaucoup à toutes les conseillères, surtout aussi, sinon ça n'aurait pas pu être possible. Donc, merci à tous et on se voit bientôt pour de nouvelles aventures.